Bonjour et bon sabbat. J'espère que la semaine s'est bien passée après que vous avez bien récupéré du comité international. Avant de commencer, ben, nous allons prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie que tu maintiens en nous. Nous te remercions de cette opportunité de d'étudier ensemble en ce jour de sabbat et nous te demandons de nous conduire tout le long de cette étude au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, comme c'est à mon habitude, je vais vous expliquer ce qu'on va voir ensemble. Euh, Ça sera une étude en deux parties. Je la fais ce samedi-là et la deuxième partie sera faite le samedi 9 novembre. Donc, notre plan est le suivant en quatre étapes principales. Premièrement, comprendre le présent. On va prendre une citation de l'esprit de prophétie, Ellen White, qui nous dit que nous ne sommes pas prêts, pas prêtes. La deuxième étape, on va réviser le message, mais c'est-à-dire on va réviser le message dans le contexte de l'étude de l'ancienne Thérie et on va voir les différentes structures qu'elle a prises et la cinquième ligne pour pouvoir arriver à cette conclusion que la loi du dimanche, c'est le 18 juillet 2024 lors de la Convention nationale républicaine. Dans une troisième partie, on va voir les deux théories de la LD, mais on va vraiment se focaliser, puisque la deuxième étude, je ne la connais pas personnellement, mais on va vraiment se focaliser sur la date du 18 juillet 2024 et on va réviser donc la théorie de la loi du dimanche de l'ancienne Thérèse. Dans un quatrième point, on va regarder à son principe, cette structure qu'elle nous montre, le 5 égale le 7. On va regarder donc le calendrier lunaire et solaire et également la transition d'une république démocratique vers une dictature à travers Jules César. Et on finira par les encouragements. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une présentation en deux parties. Aujourd'hui, on va voir cette première partie. Je fais une présentation, je ne vais pas faire une classe comme j'ai l'habitude de le faire parce que je pense qu'il est préférable de poser les choses pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il en est. En tout cas, c'est ma compréhension. Ce que je vous propose là dans cette étude, c'est ma compréhension, comment donc j'aborde l'étude de l'ancienne thèse. Mon focus, c'est vraiment sur l'étude de l'ancienne, pas l'ancienne thèse, l'ancienne théorie. Donc, comme je vous disais au préalable, au comité international, on a vu qu'il y avait deux études qui avançaient en parallèle. Qui utilisent donc la même méthodologie, hein, l'une sur ligne et les règles de William Miller. Aucun consensus n'a été trouvé puisque justement il n'y a qu'une seule étude qui est présentée, la deuxième sera cet après-midi. Donc l'étude de l'ancienne Thérie, elle montre que la loi du dimanche c'est le 18 juillet 2024 lors de la Convention nationale des républicains et Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. L'autre étude montre que la loi du dimanche sera le 6 juillet, je crois, ou le 6 janvier ou le 20 janvier. On va en savoir plus lors de la cérémonie d'investiture du président et que l'élection sera volée à Kamala Harris, comme ce fut le cas avec Al Gore en l'an 2000. Mais je me focalise que sur l'étude de l'ancienne Thérie, puisque c'est celle-ci que j'ai essayé de comprendre et que je vais partager avec vous. Avant de commencer, on va regarder à notre point 1 et on va lire une citation de l'esprit de prophétie
où Ellen White nous situe dans l'année 1905. Et elle donne une description des événements qui ont lieu dans sa période. Et vous verrez que cette description est le reflet de notre période de temps. Donc on va lire cette diaporama. Et elle nous dit qu'elle est tirée dans Review and Herald, le 23 novembre 1905, article A, paragraphe 7. Elle nous dit que le présent est une période d'un intérêt considérable pour tous les êtres vivants. Les dirigeants et les hommes d'État, les hommes qui occupent des postes de confiance et d'autorité, les hommes et les femmes réfléchis de toutes les classes sociales ont leur attention fixée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Ils observent les relations tendues et agitées qui existent entre les nations, premièrement. Deuxièmement, ils observent l'intensité qui s'empare de chaque élément terrestre et ils se rendent compte que quelque chose de grand et de décisif est sur le point de se produire, que le monde est au bord d'une crise stupéfiante. Pour moi, dans cette citation, cette citation est très intéressante, mais pour moi, le mot le plus important est le mot présent. Pourquoi? Parce que quand ce mot-là me renvoie à notre méthodologie d'Ésaïe 46, 10. Le mot le plus important, donc, est le mot présent, car il nous renvoie à notre méthodologie d'Ésaïe 46, 10, qui nous dit « Déclarons la fin depuis le commencement et des temps anciens les choses qui n'ont pas encore été faites. » Nous allons passer à ce tableau pour comprendre. Donc, Ésaïe 46, 10, c'est vraiment un test fondamental de ce mouvement qui était utilisé beaucoup. Et ce qu'Ésaïe est en train de nous dire, c'est que nous sommes au présent, nous sommes dans l'histoire présente, ok? Donc nous sommes donc aujourd'hui le 2 novembre, c'est ça le présent pour nous? Mais pour comprendre les événements présents, il nous dit qu'il nous faut retourner dans les temps anciens qu'on va nommer l'alpha. On va ramener donc tout ce qu'on a compris de l'alpha dans les temps présents pour comprendre notre présent, mais également pour pouvoir comprendre le futur ou la fin, et je vais dire notre oméga. Et cette méthode ligne sur ligne ou cette méthode que nous propose Ésaïe, c'est ça que nous appelons la foi. Donc pour nous qui sommes dans le temps présent, Ellen White nous dit que les temps présents annoncent que le monde est au bord d'une crise stupéfiante, d'accord? Mais elle nous dit également que le présent, notre présent, est une période d'intérêt considérable pour tous les habitants de la Terre par rapport à ce qui est en train de se passer. Toute leur attention est axée sur les événements en cours et elle cite deux choses, d'accord? Elle cite deux choses. Si vous revenez à la citation, elle nous dit, alors si on revient à la citation, elle nous dit que les hommes d'État qui ont des postes de confiance et d'autorité, des hommes et des femmes réfléchis de toute classe sociale, d'accord, ça peut être vous et moi aussi, hein, pas forcément que les autorités politiques, ont leur attention fixée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Et elle cite deux types d'événements. Donc, elle cite les relations tendues et agitées qui existent entre les nations, premièrement, et deuxièmement, elle cite l'intensité qui s'empare de chaque élément terrestre. Alors, considérons dans un instant, rapidement, les relations tendues et agitées qui existent entre les nations. Ces hommes d'État et ces femmes d'État et ces hommes et femmes réfléchis qui regardent ces événements géopolitiques, on pourra en citer quelques-uns.
pourrait citer donc la guerre de procuration qui existe entre le roi du Nord, les États-Unis, et le roi du Sud, la Russie, en Ukraine, d'accord? Avec leurs alliés respectifs. On pourrait citer également la situation en Afghanistan, ou bien le rapprochement des pays d'Afrique avec la Russie, ou bien la montée des groupes d'extrême droite en Europe et dans le monde. On pourrait également parler de l'immigration massive en Europe et aux États-Unis et la chute des États-Unis, la chute de la démocratie, des États de droit, l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. On pourrait parler, et surtout en ce moment, toute l'attention du monde entier est axée sur quel pays? Les États-Unis. Et sur quel événement? Les élections américaines de novembre 2024, dans quelques jours. Donc, les hommes d'État et vous et moi, notre attention est fixée sur ces événements qui agitent le monde, et on est préoccupé aussi. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Et elle disait ça en 1905 et nous, on est en 2024. C'est la même chose. La situation du monde n'a pas changé. Ensuite, elle nous dit, deuxième chose qui inquiète, c'est l'intensité qui s'empare de chaque élément terrestre. Et là encore, on pourrait en citer quelques-uns. La semaine dernière, encore cette semaine, la tempête à Valence en Espagne, les feux dévastateurs de l'été, les ouragans en Floride, le changement climatique, les typhons en Asie, les périodes de sécheresse. Tous ces événements, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit une recrudescence et une augmentation de la fréquence et de l'intensité. Donc le monde, Ellen White nous dit que le monde est vraiment axé sur ce qui se passe entre les nations, mais aussi dans les éléments terrestres. Et il y a un documentaire sur Arte que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « La démocratie assiégée ». Et les propos d'une historienne et auteure américaine qui s'appelle Heather Cox Richardson, ces propos font étrangement écho à ceux de la prophétesse Ellen White lorsqu'elle décrit cette crise stupéfiante dans laquelle le monde se trouve ou est au bord, à la limite. Alors, jugez par vous-même et écoutez sa déclaration, la déclaration de cette historienne. Elle nous dit « Notre pays, les États-Unis, vit un moment critique. » D'accord? On va prendre la citation. Elle dit « Notre pays, les États-Unis, vit un moment critique. Nous pourrions tout perdre. Il n'y a pas que l'aspect politique, mais il y a aussi la démographie, le changement climatique, le contrôle des armes à feu. Il est temps de faire entendre nos voix. Je crois sincèrement qu'on s'en sortira, mais il va falloir se battre. » Et cette déclaration, elle l'a fait à la fin du documentaire, à 1h29 de ce documentaire. D'accord? Donc, dans cette période de la loi du dimanche, le monde est agité, il est anxieux, car la démocratie, la survie de la planète sont en jeu. La majorité des Américains ne croient pas en ces choses. Ils ne pensent pas qu'il y a un risque que la démocratie s'effondre. Encore dans ce documentaire, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Je vous rappelle son titre, « La démocratie assiégée ». La même auteure, historienne et auteure, nous dit, on va prendre la citation, « Notre population, donc américaine, a commis l'erreur de croire que tant qu'il n'y aura pas de chars dans nos rues, la démocratie était sauve. La vérité, c'est que les démocraties périssent plus souvent par les urnes que par les armes. » D'accord? Ensuite, elle nous dit, elle nous dit aussi, malheureusement, et là c'est au début du documentaire, malheureusement, les États-Unis ont une longue tradition de restriction des votes des minorités afin d'étouffer leur voix. C'est la raison pour laquelle le sujet du vote est central dans l'étude de l'ancienne théorie et aussi au sein du mouvement.
Et le sujet du vote, je vous rappelle, a été introduit par l'ancien Parmenter le 15 mai 2022 pour nous faire réfléchir et nous montrer la position de l'esprit de prophétie par rapport au vote. D'accord? Mais au milieu de toute cette agitation et de cette crise stupéfiante au bord duquel le monde se trouve, Ellen White nous dit quelque chose en interne maintenant. Elle parlait de l'externe. Maintenant, elle va parler du peuple de Dieu parce que Dieu a besoin d'un peuple pour le représenter. Donc, quel est l'état du peuple de Dieu dans cette période-là, cette période cruciale de la loi du dimanche? On va lire ce qu'elle nous dit. Et elle écrit, vous verrez vraiment qu'on se trouve dans la période de la loi du dimanche. On est en 1889. Tout le monde sait qu'on est dans la période de la loi du dimanche, dans cette période-là. Et on va lire 2 citations, ce qu'elle est en train de nous dire. Premièrement, elle nous dit, « Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêtes pour cette grande question dans laquelle la mise en place de la loi du dimanche nous conduira. » D'accord? Dans une autre citation, là, c'est plus en 1989, mais c'est au début des années 1900. Elle nous dit « Dieu a révélé ce qui doit se passer dans les derniers jours afin que son peuple soit prêt à résister à la tempête de l'opposition et de la colère. » Ellen White donc met l'accent sur notre préparation, mais aussi sur cette période de crise de la loi du dimanche. Comment le peuple de Dieu se situe et se trouve. Alors, de quelle grande question s'agit-il? Quelle est cette grande question pour laquelle elle nous dit que nous ne sommes pas prêts ou prêtes? Dans le contexte d'Ellen White, c'était la loi du dimanche, sabbat dimanche. Mais pour nous, nous savons que la thématique de la loi du dimanche, c'est l'égalité des genres. D'accord? C'est l'égalité des genres pour notre génération. Dieu, il a révélé à son peuple, à son Église, ce qui doit se passer dans les derniers jours, afin que nous puissions être prêts à nous tenir debout face à l'opposition. D'accord? Donc maintenant, pour comprendre comment Dieu nous a préparés, on va retourner dans notre ligne alpha pour nous rappeler comment Dieu nous a préparés pour cette crise. Parce qu'il ne nous a pas laissés sans boussole. Amos 3:7 nous dit que, assurément, Dieu ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. La question qu'on pourrait se poser dans notre ligne, quels sont les prophètes qui nous ont enseignés? Donc, si nous allons dans notre ligne, 144 000, nous savons que nous avons le premier ange, le deuxième ange et le troisième ange qui nous enseigne. Deuxième ange et le troisième ange. La structure de la ligne de réforme est constituée de 3 messagers, de 3 anges, ça nous le connaissons. D'accord? On n'a qu'à voir Apocalypse 14, versets 6 à 11. On voit bien que c'est 3 anges. Donc Dieu, à partir de ces 3 anges, il nous a préparés en nous donnant des messages. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, nous allons sur ce tableau-là. Il nous a séparés de l'Église adventiste. Nous sommes la pierre, les 144 000. Il nous a donné le messager du premier ange, qui nous a révélé, Daniel 11, 40b, les événements externes et prophétiques, en nous disant donc, la prochaine balise, le prochain grand événement, c'est la loi du dimanche. Mais le Seigneur, il nous donne également les événements externes, parce que c'est lui qui place les rois et qui les enlève, qui contrôle les événements externes, d'accord? Mais il nous prépare aussi intérieurement. Il a un peuple qui va préparer, et cela, c'est par l'œuvre de restauration qu'il veut faire, appliquer, mettre en place en chaque individu qui constitue cette petite pierre. Donc, il y a une œuvre divine qui est faite, qui nous permet de comprendre le fonctionnement de notre nature humaine, nos biais, qui nous permet aussi de comprendre l'image, le caractère et le fondement de l'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu. Donc, dans notre ligne de réforme, il y a 2 messages
fondamentaux, il y a un message prophétique sur les événements externes pour comprendre où on se situe par rapport à la loi du dimanche et à la seconde venue de Christ, mais en même temps, Dieu prépare son peuple par rapport au test de la loi du dimanche pour qu'on puisse faire face à l'opposition et à la colère, elle nous dit. Et cette œuvre aussi, c'est nous restaurer à son image pour qu'on puisse comprendre notre fonctionnement et grandir selon les messages que Dieu nous emmène pour nous amener à avoir cette expérience. On voit bien que l'expérience et la compréhension intellectuelle est liée, et c'est ce qui forme le scellement. Le scellement, c'est un affermissement intellectuel et spirituel. On ne peut pas avoir que l'intellectuel, les connaissances, et ne pas avoir l'expérience en même temps. Les deux marchent ensemble. Si nous retournons maintenant dans Ésaïe 46, 10, dans notre histoire, nous voyons que Dieu, à travers ses messagers, nous a permis de comprendre la structure, les différentes structures. Et l'une des structures qu'il nous faut comprendre dans l'étude de l'ancienne Thérie, elle se trouve dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17, pardon. C'est ce qui est exprimé par blessure mortelle, mort, résurrection, ou bien il est, il était et il vit, ou il ressuscite. D'accord? Donc, et ce modèle-là, on le trouve dans la structure du roi du Nord et du roi du Sud. Nous savons que le roi du Nord et le roi du Sud, ils sont opposés, mais en même temps, ils marchent ensemble. Et cette structure nous le montre. Donc, on voit qu'au temps de la fin, 1989, le roi du Sud reçoit sa blessure mortelle, d'accord? Mais il meurt en 91. L'URSS s'effondre. Mais il ressuscite sous la forme de la Russie en 2000 avec Vladimir Poutine. Donc, selon Apocalypse 13 et 17, il est, il était et il vit, d'accord, ou il ressuscite. Ensuite, plus loin sur la ligne, on va voir aussi cette même structure. C'est l'étude de Pyrrhus qui nous permet de bien le comprendre. On voit qu'à Panium, ou à la bataille de Beneventum, il va recevoir la blessure mortelle de Rome et il va mourir donc à Argos, la loi du dimanche, il meurt. Donc on voit qu'il y a premièrement une blessure mortelle et ensuite donc il y a une mort. Comme c'est la fin de l'histoire, il ne peut pas ressusciter. Donc c'est une structure qui nous est donnée dans le message pour nous permettre de comprendre. Et on voit aussi que cette structure s'applique aussi pour le roi du Nord. Parce que quand on dit qu'en 1798, le roi du Nord, il reçoit sa blessure mortelle, mais il meurt en 1799, d'accord? Donc, on voit aussi cette même structure pour le roi du Nord. Voilà? OK. Et ensuite, il va ressusciter, s'il faut le mettre au niveau, sans être juste techniquement, on peut le remettre là, d'accord? Comme une résurrection sans être juste très techniquement, d'accord? La ligne de la contrefaçon. Ensuite, là, c'est une structure qui nous montre donc que le roi du Nord et le roi du Sud ont le même schéma prophétique. Mais il y a une autre structure qu'il nous faut comprendre, c'est la structure du chevauchement et de la transition. Et ça, c'est très important dans l'étude de l'ancienne Thérie à comprendre. Et c'est une structure qui n'a rien de nouveau. On le voit également entre la 7e église et la première église, Laodicée ou Éphèse. Donc quand Jésus il arrive sur terre, on est dans l'église de Laodicée, d'accord?
Donc, l'église de Laodicée, elle va progressivement chuter. Tout dépend au moment. Si on veut mettre en -4, on peut mettre en -4. Ou bien il y a des personnes qui peuvent le mettre aussi en 27. Quand Jésus il commence à être baptisé. Mais toujours est-il le principe, sans rentrer dans les dates, c'est que Laodicée chute. Si on le fait à recommencer au temps de la fin. Et Éphèse, elle continue. D'accord? Donc, on voit que là, il y a la 7e église, Laodicée, qui chute. Et là, on a la première église, Éphèse, qui s'élève. C'est un schéma qu'on connaît. Et ce schéma, on le voit aussi, c'est la même structure de chevauchement. Quand il y en a un qui descend, l'autre s'élève. On la voit aussi dans la transition du 6e et du 7e royaume. Nous savons que le royaume des États-Unis, alors attendez, c'est le 6e royaume qui commence donc en 1798 et il va se finir donc à la LD. Donc tout ça, c'est le 6e royaume, les États-Unis. D'accord? Donc, nous savons que ce 6e royaume, il a commencé, donc, Apocalypse 13, c'est une bête semblable à un agneau, ayant 2 cornes semblables à un agneau. D'accord? Donc, c'est ça le 6e royaume. Mais on sait qu'après, ce royaume, il parle comme un dragon. D'accord? Il parle comme un dragon. Donc, quand il parle comme un dragon, il devient donc le 7e royaume. Mais ce n'est pas saccadé comme ça. Ce n'est pas 1 et après 2. Non, il y a un chevauchement. Quand le 6e royaume donc va descendre, va décliner, le 7e royaume en même temps, lui, il s'élève. Et c'est le modèle de Panium à la LD qui nous le montre aussi. Donc, on voit que je ne reviens pas dans les détails, ce sont des choses qu'on connaît. Quand à Panium, donc en 2021, le 6e royaume décline, les États-Unis déclinent en tant que démocratie, on parle de démocratie, elle décline, mais à Panium aussi, on voit s'élever le 7e royaume, d'accord? Donc, il y a une transition, un chevauchement qui se fait entre les différentes églises, mais aussi entre les différents royaumes. Le 7e n'arrive pas subitement comme ça. Il progresse et on le voit progresser. Donc, ce sont des structures que l'on connaît. Ce sont des structures qui nous permettent de comprendre aussi un peu mieux peut-être l'étude de l'ancienne Thérie. Cette étude, elle est très riche, bien construite aussi, ce qui nous permet de pouvoir de retrouver aussi tous les messages que le Seigneur nous a donnés pour nous permettre de tenir bon aux thèses de la loi du dimanche. Ensuite, après cette structure de chevauchement, 6e et 7e royaume, cette transition d'une démocratie vers une dictature, nous voyons que Dieu, comment il nous a préparé encore, en 2018, d'accord, il nous a donné la fixation du temps en préparation du cri de minuit. Pourquoi? Parce que les dates de Raphia et de Panium seraient annoncées en septembre de la même année à l'EDP d'Arkansas. Donc l'acceptation de la fixation du temps constituera un élément important sur la ligne pour nous permettre de nous situer par rapport aux événements de la fin du monde. Donc, la fixation du temps 2018, je ne le marque pas sur le tableau, mais ça nous a permis de comprendre les balises donc de Raphia et de Panium. D'accord?
Raphia Panium. Les dates, du moins de les situer dans le temps. OK? Mais aussi, le message du cri de minuit nous a donné donc plusieurs autres lignes. La ligne de la contrefaçon, la ligne de Pyrrhus en Macédoine et d'Italie, la ligne d'Acte 27. Elle nous a aussi donné les deux sources d'information, etc. Donc, ces études, toutes ces études du cri de minuit, ça nous sert de tremplin pour présenter donc vraiment cette cinquième ligne. Donc, et cette cinquième ligne, c'est la ligne des institutions. Les institutions, donc, l'adventisme et les États-Unis d'Amérique. Donc, quand on parle de cinquième ligne, on parle pas du peuple de Dieu en tant que mouvement, mais on parle de l'adventisme en tant qu'institution et les États-Unis d'Amérique en tant qu'institution. Et ces deux institutions sont représentées par deux navires, le navire d'Adramite et le navire d'Alexandrie. Donc, ces événements externes et prophétiques, comme je vous l'ai dit au préalable, elles ne peuvent pas être séparés ou dissociés de l'expérience et de l'œuvre de restauration que Dieu souhaite accomplir au sein de son Église. Comprendre ces événements-là, c'est important, d'accord? On ne peut pas les rejeter, mais aussi, il nous faut avoir cette expérience de restauration. Et comment Ellen White, elle appelle cette expérience de restauration? Et c'est tout le travail, on va dire que l'ancien Parmenter essaye de faire sur toute la ligne, quand on regarde à ces différents messages. Il est vraiment focalisé sur, ce qu'on appelle la justification par la foi. Briser les chaînes de l'habitude du péché, comme l'exprime Ellen White. Alors, on va lire cette citation où elle nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, de Corinthiens 5, 17. Par la puissance du Christ, des hommes et des femmes ont brisé les chaînes de l'habitude du péché. Et c'est de cette façon que Dieu nous a préparés sur la ligne. Quand on regarde les différents messages qui sont arrivés, ces messages nous ont aidés par sa puissance à briser les habitudes, les chaînes de l'habitude du péché, à renoncer à l'égoïsme. Les profanes sont devenus respectueux, les ivrognes sobres, les débauchés purs. Les âmes qui portaient l'image de Satan ont été transformées à l'image de Dieu. Et c'est ce que nous, on voit avec le message de l'égalité et du féminisme radical. Dieu nous ramène au fondement à la nature de son royaume et à la nature de son caractère, parce qu'il n'est ni raciste, sexiste, ni homophobe. Donc, c'est par ces messages, justement, et cette compréhension que les chaînes, Ellen White nous dit, de l'habitude du péché sont brisées et qu'il y a un changement qui s'opère en chacun d'entre nous. Donc, il ne s'agit pas uniquement de comprendre que la loi du dimanche, c'est une question de date. Il s'agit aussi de comprendre qu'un changement doit être opéré parce que sinon, on peut connaître intellectuellement la date et ne pas être prêt ou prête. D'accord? Parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est ce qu'Ellen White nous dit dans cette citation. On reprend, on continue. Donc, c'est tout. C'est-à-dire que ce que je veux vraiment montrer, c'est qu'il ne nous faut pas dissocier les événements externes qu'on voit de notre expérience spirituelle. Parce que les deux marchent ensemble. C'est ce que je veux montrer. Ensuite, lorsqu'on a fait, Dieu nous a montré donc, le cri de minuit, il y a un autre schéma qu'il nous a fait comprendre pour que notre compréhension de la ligne puisse être affinée, et c'est le schéma répétitif. Donc, nous avons le schéma répétitif, nous savons que la ligne de réforme, ok, temps de la fin,
à la seconde venue, nous savons que c'est une grande et seule dispensation. D'accord? Mais dans cette dispensation, nous avons une dispensation, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et c'est avec le modèle de l'agriculture que l'on le voit bien, ce qu'on appelle le labourage, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et la moisson. Donc, dans une seule et grande dispensation, nous en avons 4. Et chacune, chacune de ces 4 dispensations sont identiques si on les découpe. Donc, ça, c'est la dispensation du lab, bourrage, PP, PAS et moisson. Ce sont des choses qu'on connaît, donc je ne m'attarde pas dessus. Donc nous aurons à l'intérieur de ces 4 dispensations, ces 4 dispensations identiques, nous aurons donc 2 autres balises. Et ces balises s'appellent Boston, Concorde, Exeter, Test ou porte fermée. FTG si vous voulez. Donc on aura toujours ces 4 balises qui se répètent dans chacune des dispensations. C'est ce qu'on appelle donc le schéma répétitif. OK? Pourquoi je parle de ça? Parce que toutes ces structures et ces modèles sont introduits, sont utilisés par l'ancienne Thérie pour comprendre, pour bâtir son étude. Donc, les premières questions qu'on pourrait se poser maintenant, c'est où on se situe sur la ligne. D'accord? Et de quelle ligne parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la ligne des 144 000? Est-ce qu'on parle de la 5e ligne? De quelle ligne parle-t-on? Parce qu'on a 5 lignes. D'accord? Donc, l'ancienne Thérie, elle est claire. Elle nous place sur la 5e ligne, la ligne des institutions. Donc, et je sais que plusieurs personnes, tout comme moi au départ, quand j'ai écouté son étude, je me suis posé la question, mais sur quelle ligne on est? Et quand j'ai relu, je me suis dit, ah, non, elle nous place sur la ligne des institutions. Et cette ligne des institutions se finit au naufrage à la LD ou à Argos. Et ce qu'on sait, c'est que ce navire d'Alexandrie, qui signifie protecteur ou défenseur du peuple, a fait naufrage à la LD. Elle fait naufrage à la LD parce qu'ils ont dévié, dès 1863, ils ont dévié de leur course. Ils devaient protéger le peuple, mais ils ont dévié de leur course et ils n'ont jamais pu revenir. Et dans cette étude de cette 5e ligne, on voit donc cette dispensation Panium à la LD. D'accord? Et l'ancienne Thérie va superposer, donc, elle va superposer les batailles de Pyrrhus Beneventum à Argos pour pouvoir nous permettre de nous situer et de comprendre les 2 balises qui se trouvent au milieu de cette dispensation. D'accord? Elle veut nous permettre de comprendre Boston, Concorde, Exeter et la LD. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Pyrrhus, mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le schéma de la structure du 6e et du 7e royaume qui se chevauchent, donc le roi du Sud, lui, il va recevoir sa blessure mortelle à Panium et va mourir à la LD. Mais on voit aussi dans cette même structure que le 6e royaume, il va décliner pour laisser la place progressivement au 7e royaume, la dictature, et non plus
la dictature et non plus une république démocratique. En superposant l'histoire de Pyrrhus à ce modèle, ça nous permet de comprendre les événements qui jalonnent cette dispensation, parce que Panium, la mort du roi du Sud, c'est en 2021, qui nous permettent de comprendre la dispensation qui nous amène à l'ALD. D'accord? Et nous savons que c'est l'ALD, puisque dans l'histoire de Pyrrhus, c'est en l'an moins 272 que l'on voit que Rome envoie une délégation en Égypte, conduite par Quintus Fabius Maximus Gurgis. Et quand on retourne dans l'histoire de l'ancienne Thérie, elle décompose ces noms, ce qui nous permet de voir, d'ouvrir l'étude vers justement le vote, mais aussi tous les événements du mois de juillet qui ont précédé la loi du dimanche. Donc nous prenons la dispensation de Panium à la LD et durant son étude, justement, elle nous a demandé quelle était donc la balise de Concorde et quelle était la balise d'Exeter. Il est vrai qu'elle n'a pas répondu à la balise d'Exeter lors de son étude, mais aucun meeting international. Donc, la balise d'Exeter, la balise de Concorde, il semblerait qu'il y ait donc un consensus, on va dire, même si ça ne s'est pas officialisé au sein du mouvement, mais il semblerait que ce soit en interne. Alors, je vais peut-être le mettre là. Alors, je reprends ce schéma-là et je le mets là. Donc, je vais effacer ça. Oups. Alors, on va la faire un peu plus grande. Donc, je prends cette dispensation-là, Panium LD, d'accord? Je prends ce schéma-là et je le mets là. Donc, 2021, on sait que c'est Panium. Ou bien, si on superpose, c'est la bataille de Beneventum. Blessure mortelle de Pyrrhus. Là, je ne vais pas mettre de date, on va mettre LD. Et là, on va mettre, donc c'est Argos, c'est le naufrage, la fin de l'institution. D'accord? Et comme c'est une dispensation, il y a nos deux balises. Boston, Concorde, Exeter, Test. D'accord? Je ne parle pas de Boston. Quel était donc l'événement interne ou externe pour Concorde? Alors, il semblerait que tout le monde disait que c'était la fin des études des vêpres. C'est passé donc le 24 juin 2022, en interne. En externe, le renversement d'Euro versus Wade. Et c'est là qu'on commence à voir donc aussi l'interprétation de la Constitution et aussi le renversement, le piétinement des droits. Puisque comment dirais-je, la thématique de la loi du dimanche, même si on est dans la 5e ligne, il ne faut pas oublier que les événements qu'on va poser dans la 5e ligne, il faut qu'on les retrouve aussi dans les événements, pas forcément les événements, mais dans la thématique de la LD. Ce n'est pas indissociable, ce n'est pas deux études séparées. Même si on est sur la 5e ligne, nous savons dès 2019-2021 que la thématique de la loi du dimanche, c'est l'égalité des genres. Donc l'événement qu'on va placer, il faut qu'on puisse relier les événements ensemble pour voir comment,
à travers ce thème, là, les États-Unis changent de système ou passent d'une démocratie à une dictature. Donc tout est lié. Et c'est pour ça qu'il nous faut avoir en tête les différentes études qu'on a construites et qu'on a appris depuis des années, parce que tout s'emboîte. Donc, Roe versus Wade, et pour la balise d'Exeter, donc c'est la même date hein, pour la fin des VEP et le renversement de Roe versus Wade, et pour la balise d'Exeter, dans son étude, elle ne l'avait pas mentionné, mais lors du camp meeting international, lors des questions-réponses, elle nous a dit, l'ancien Perlmutter nous a posé la question, quelles sont donc les caractéristiques de la balise d'Exeter? Donc, il y a un grand cri, il y a un doublement du message, il y a donc le cri, il enfle, il y a 2 groupes, il y a une fixation du temps, etc., etc. Ce qui nous permet de dire qu'en interne, l'événement interne, c'est que au mois de mars, c'est pas avril, au mois de mars, fin mars, l'ancienne Terry a présenté son étude à Fidji, d'accord? Mais comme il y avait un mauvais temps, elle l'a représentée au mois de mai 2024, ok? Et on voit encore un autre doublement. Elle l'a présenté le 30 et le 31 mai 2024. Et si on retourne dans l'histoire des millérites, l'alpha de l'Israël moderne, si on retourne dans l'histoire des millérites, Samuel Snow, il a présenté le cri de minuit 2 fois aussi consécutives, les 14 et 15 août 1844. Et là, le cri a enflé. Donc, on voit que dans l'Exeter en interne, on retrouve ce doublement sur 2 mois, fin mars et mai, mais aussi sur 2 jours. C'est comme s'il y a 2 témoins, mai et 30 mai et 31 et 31 et 31 mai. Ensuite, au mois de juin, je crois que c'est vers la fin du mois de juin, il y a un membre de, je crois que c'est Brandon, qui a repris l'étude de Terry en incitant le mouvement à pouvoir étudier cette étude, parce que pour lui, c'était vraiment une étude importante, c'était la formalisation du message. D'accord? Ce qu'il nous faut, un autre critère pour Exeter, c'est la fixation du temps. Et on voit que dans cette étude-là, l'ancienne Terry aussi a a aussi fixé le temps. C'est vrai qu'elle n'avait pas dit 18, mais elle avait dit lors de la convention républicaine, d'accord, qui avait lieu entre du 15 et le 18. Et l'histoire nous montre que c'est le 18 juillet que Donald Trump a été couronné. Mais on va y revenir plus tard dans la deuxième partie par rapport à cette convention. Oui, ok. Je le laisse comme ça pour montrer que là, dans cette étude, elle a fixé le temps, d'accord, en interne. Tout comme Samuel Snow a fixé le temps lorsqu'il a répété à 2 reprises son message. Quel est l'événement externe maintenant, d'accord, pour Exeter? Donc, elle nous a dit que c'était le cas Hush-Monet. Pourquoi on met le cas Hush-Monet? C'est quand, en 2016, Donald Trump a payé 130 000 $, une actrice du porno, pour qu'elle puisse garder le silence et ne pas révéler qu'il avait il avait fait appel à ses services. Donc, et là, on voit donc
dans cette dispensation, on voit que comment dirais-je, dans cette dispensation, on voit la progression du changement démocratique aux États-Unis. Mais je ne développe pas là maintenant dans cette première partie. Je vais le développer plus dans la deuxième partie et ça aura un peu plus de sens pour vous et vous verrez un peu mieux pourquoi ce sont ces événements qu'on choisit, qu'on va relier les événements et on va lire les citations. D'accord? Là, je le pose juste pour vous. Bon. Ensuite, maintenant, on passe au point 3, les deux théories de la loi du dimanche. Quelles sont-elles? Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu la deuxième théorie, mais de ce que je comprends de la théorie de l'ancienne théorie, c'est qu'elle nous dit que elle va s'appuyer, donc, comment dirais-je, sur la cinquième ligne, sur les structures. Elle va s'appuyer sur le modèle de l'agriculture pour montrer que pour montrer que la transition du royaume, d'une démocratie vers une république, ne se passe pas en un point comme ça. Parce que quand on prend le modèle de l'agriculture, donc on connaît nos quatre balises, donc Matthieu 13 et Marc 4. Donc il y a la graine, il y a l'herbe, et après il y a l'épi, et après il y a les fruits, et ensuite il y a la moisson. D'accord? Donc la voix du dragon, quand est-ce qu'elle est entendue? Étant donné que la voix du dragon, comment dirais-je? Oups. On a la PP, PAS. Cette voix, elle est entendue pas au moment de la LD, et c'est ce qu'elle nous dit. Cette voix, elle est entendue avant, puisque le fruit, il est déjà formé et il ne change pas. L'épi est déjà formé, il ne change pas. On va simplement le voir, mais là, on l'entend déjà. Donc, elle est en train de nous dire que la voix du dragon se situe là en se basant, en prenant comme modèle le modèle de l'agriculture. On l'entend et la voix du dragon à la PAS, qui va enfler, hein, qui va devenir plus forte. Cette voix va devenir plus forte, mais elle ne change pas. Donc les propos qu'on va entendre là, on les a déjà entendus là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, puisqu'il y a une transition qui se passe de façon progressive. Quand le 7e royaume arrive, il s'élève déjà en amont. Il ne s'élève pas à la loi du dimanche, là. On l'entend déjà s'élever, et là, il est en place et on va continuer encore à l'entendre de plus en plus fort. Mais il n'arrive pas d'emblée comme ça. Il faut qu'on le voie et qu'on l'entende progressivement. Tout comme le modèle de l'agriculture nous le montre. L'épi est déjà formé, d'accord? On le voit, on l'entend. Sauf qu'à la PAS, on va voir les fruits et ça va confirmer ce qu'on a vu. Donc, et ça, c'est un élément qu'il nous faut comprendre. Et c'est également cet exemple que l'ancien Parmenter a pris lors du Camp Meeting international pour nous montrer que la voix du dragon, on l'entend avant la LD. D'accord? Ensuite, un autre point que je voulais vous expliquer, c'est si on prend, juste pour étayer le point de la voix du dragon, d'accord, on va prendre une citation,
On va prendre deux citations de Donald Trump. Hein. Déjà, on va prendre l'affaire Hush Money. Je ne l'ai pas lu. Au cas où des personnes ne connaissent pas cette histoire. Donc, le 30 mai 2024, et là, ça a surpris le monde entier, d'accord? Un jury new-yorkais a déclaré à l'unanimité Donald Trump coupable de 34 chefs d'accusation. Un verdict historique, puisqu'il s'agit de la première condamnation au pénal d'un ancien locataire de la Maison-Blanche. En substance, les jurés ont estimé qu'à l'occasion de sa campagne présidentielle victorieuse de 2016, Donald Trump a tenté de dissimuler le paiement de la somme de 130 000 $ à une actrice de film X, Stormy Daniels, pour éviter un scandale sexuel portant sur ses relations extra-conjugales. Et là, on le place au 30 mai, la balise d'Exeter. Donc ça a retenti, c'est un événement qui a fait le tour du monde. Jamais on nous dit que cela ne s'est passé dans l'histoire des États-Unis. C'est pour ça qu'on le place à Exeter. Ensuite, par rapport au fait d'entendre la voix du dragon, d'accord, avant la LD, on va entendre ce qu'il dit. Donc, M. Trump a ensuite répété son affirmation. « J'adore ce type », a-t-il déclaré à propos de l'animateur de Fox News. Il m'a dit, « Vous n'allez pas devenir un dictateur, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Non, 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 à part le premier jour. Nous fermerons la frontière et nous ferons. Après cela, je ne serai pas un dictateur. » D'accord? Donc, on entend déjà, on sait déjà ce qu'il va faire. On ne sera pas pris au dépourvu à la LD. On entend déjà sa voix. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au vote? Et nous savons qu'au niveau de la loi du dimanche, le sujet du vote est important. Vous savez quoi, dit-il, ça va s'arranger, tout ira bien. Vous n'aurez plus à voter, mes chers chrétiens, a-t-il déclaré en secouant légèrement la tête et en appuyant sa main droite sur le côté gauche de sa poitrine. Il a ajouté, je vous aime, sortez, vous devez sortir et voter. Dans 4 ans, vous n'aurez plus à voter. Nous aurons tellement bien réglé le problème que vous n'aurez plus à voter. Et l'avocat spécialisé dans les droits constitutionnels et civils, dans Andrew Shedel, par exemple, a répondu à la vidéo des commentaires de Trump qui circulait sur X en écrivant « Il ne s'agit pas d'un nationalisme chrétien subtil. Il parle de mettre fin à notre démocratie et d'installer une nation chrétienne. » Donc, les prophètes de journaux, comme on les appelle, reconnaissent que les États-Unis sont en train de décliner en tant que démocratie. Rappelez-vous au départ la citation de l'auteure et historienne que j'ai lue. Ils sont en train de décliner et ils sont en train de se diriger vers la loi du dimanche, vers une... Eux, ils ne qualifient pas de loi du dimanche, mais vers une dictature. Et c'est pour ça que Ellen White nous dit que dans cette période de loi du dimanche, les hommes d'État, les personnes qui ont une certaine autorité, regardent avec anxiété les relations géopolitiques. Et aujourd'hui, on regarde avec anxiété ce qui va se passer aux États-Unis, parce que c'est inédit. On se demande comment un président, un ancien président ou une personne qui est accusée de 34 chefs d'accusation a pu être couronné roi, a pu être investi par un parti républicain qui prône certaines valeurs démocratiques pour le mettre, pour que ce soit son candidat. Donc le fil conducteur de toute cette histoire, c'est la chute de la démocratie et comment l'institution américaine balaie ses valeurs pour mettre en place une personne qui va à l'encontre du socle de la Constitution et de la déclaration d'indépendance, ce qui fait la force, Ellen White nous dit, des États-Unis. Et dans le contexte de la loi du dimanche, du sexisme, du patriarcat, comment cette personne, elle est à l'opposé des valeurs égalitaires pour la communauté, pour le peuple américain. D'accord?
Donc, n'oubliez pas que c'est ce qu'on regarde dans cette étude et ce que je veux vous montrer. On va lire une dernière citation et on va s'arrêter là et on va continuer la semaine prochaine. On prend une dernière citation qui nous montre que la notion du vote est vraiment intégrée dans la Déclaration d'indépendance de 1776, aussi bien dans la Constitution américaine, parce que le vote permet au peuple de mettre en place le type de gouvernement qui assurera à la fois sa liberté et son bonheur. Et quand on entend les propos de Donald Trump qui dit à une certaine catégorie de personnes « Sortez, votez pour cette fois et après vous n'aurez plus à voter », cela devrait nous alarmer, hein, et nous montrer que là, il est en train de piétiner les droits fondamentaux, les droits inaliénables. Et il est à l'encontre des documents qui font le fondement même, la base des États-Unis. Alors, on va lire ce que dit la Déclaration d'indépendance. J'ai extrait une partie qui nous dit « Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. » D'accord ? Le moyen par lequel le peuple peut mettre en place un gouvernement qui lui procurera la sûreté et le bonheur, c'est à travers le vote. Et dans l'histoire des États-Unis, rappelez-vous la première citation qu'on a lue, l'historienne auteure nous disait que malheureusement, les États-Unis ont une longue tradition de restriction des votes des minorités afin d'étouffer leur voix. Mais elle disait aussi, notre population américaine a commis l'erreur de croire que tant qu'il n'y aura pas de chars dans nos rues, la démocratie était sauve. La vérité, c'est que la démocratie périsse plus souvent par les urnes que par les armes. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut suivre et comprendre dans le développement du septième royaume. Donc, ce que je voulais vous présenter dans cette première partie, je me focalise donc sur l'étude de l'ancienne Thérie. J'essaye de vous montrer à quel point Ésaïe 46:10 nous dit que pour comprendre le présent, il nous faut retourner dans l'alpha, le ramener et ensuite comprendre le présent et regarder vers le futur. Et c'est ce que nous avons fait. On a vu, on est revenu à l'alpha de notre ligne avec le premier ange et on a vu qu'effectivement, il nous a donné premièrement des événements externes prophétiques par Daniel 11:40b, mais il nous a dit la prochaine étape, c'était la LD. Donc, on a toujours été focalisé sur la balise de la LD. Mais en même temps de comprendre les événements externes et prophétiques, il nous faut aussi accepter l'œuvre de réformation et de restauration que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Et comment il l'a fait? Par le développement des différents messages qui jalonnent notre ligne. Et effectivement, donc ces différents messages qui jalonnent notre ligne sont portés par des personnes qu'on appelle les anges. Et donc, le premier ange, on sait que c'est Pépininger. Le deuxième ange sur la ligne, je suis sur la ligne des 144 000. Donc, c'est Tess, parce que c'est elle qui apporte le message de l'accroissement de la connaissance de la loi du dimanche et de la formalisation de la loi du dimanche par les thèmes de l'égalité ou le féminisme ou l'égalité des genres et le féminisme radical. Et le troisième ange qui nous apporte le message de la pluie de l'arrière-saison, la LD, Thérie
Thierry Lambert. Maintenant, la polémique est de savoir où on se situe. Est-ce qu'on se situe avant Exeter ? Est-ce qu'on se situe avant la balise d'Exeter ou à Exeter? Ou est-ce qu'on accepte ce que l'ancienne Thierry nous dit, qu'on se situe à ce niveau-là, que la LD, c'est le... je vais le mettre ici. Que la LD, c'est le 18 juillet 2024. Et que par conséquent, on se situe ici et on est en train d'avancer vers Concorde et ensuite Exeter. Alors, à nous de savoir où on se situe, mais en ce qui me concerne, moi, je pars sur cette étude et on va continuer la semaine prochaine sur la deuxième partie. Mais comme je vous ai dit en amont, même si on se positionne sur cette étude ou sur l'autre étude, mais qu'on n'accepte pas l'œuvre de restauration que Dieu est en train de nous faire, comme Ellen White nous dit dans la citation qu'on a lue et qu'on va remettre, elle nous dit « Nous ne sommes pas prêts pour cette grande question dans laquelle la mise en place de la loi du dimanche nous conduira. Et Dieu nous a révélé ce qui doit se passer dans les derniers jours. On sait que ça sera une question qui tourne autour de l'égalité des genres, le féminisme radical. Même si on accepte une date et qu'en fin de compte, l'œuvre de restauration de Dieu, que Dieu veut faire en nous, n'est pas réalisée, on ne pourra pas passer le test. D'accord ? Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu vous montrer, les différentes structures, me focaliser sur la 5e ligne, vous expliquer la controverse qu'il y a, ou bien les deux théories, et vous montrer les différentes structures. On va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant, en allant maintenant dans la 4e et dernière étape, par rapport à le 5 égale le 7. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir permis de partager ensemble et je te prie de nous aider à pouvoir comprendre le message de la loi du dimanche et de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions être des instruments que tu utiliseras et non pas être une entrave dans l'œuvre que tu souhaites réaliser en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.